Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Facebook Détente Jardin spécial Orchidée. On est super contente d'accueillir Romain Maire, alias Romain Orchids sur Instagram. Bonjour Romain. Bonsoir. Alors Romain, tu es un vrai passionné d'orchidées, tu en as plus de 1200 chez toi, donc oui. Déjà bravo de pouvoir t'occuper de tout ce beau monde. Merci beaucoup. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, alors je m'appelle Romain, j'ai 40 ans. Les orchidées, clairement, c'est une passion. Mon métier à côté, c'est community manager pour des maisons d'édition, des auteurs, des festivals littéraires, etc. Donc c'est pendant mon temps libre que je peux m'occuper de toutes mes orchidées, de toutes mes plantes. Alors Romain, tu viens de sortir un livre aux éditions Ulmer, donc Orchid Addict. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, comment il est arrivé dans nos librairies? Alors, il est arrivé dans les librairies parce qu'il y a quelques temps, presque un an maintenant, j'avais vraiment envie de créer le livre que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé à cultiver les orchidées, il y a déjà une quinzaine d'années. C'est-à-dire évoquer tous les sujets qui nous permettent de nous occuper d'une orchidée en des termes simples et compréhensibles par tout le monde. Voilà. Donc surtout écoutez bien ce live parce que vous allez pouvoir gagner 3 exemplaires dédicacés de Orchid Addict. Pendant ce live, Romain va vous poser une question par rapport à tout ce dont on va parler au sujet des orchidées et nous allons sélectionner les gagnants dans les commentaires Facebook. Des bonnes réponses, tout simplement. C'est mieux. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai une petite question, parce qu'en fait, on m'a offert une orchidée. Ok. Et j'aimerais bien savoir ce que je peux faire maintenant pour la maintenir en vie. Donc, c'est celle-là? C'est celle-là, exactement. Donc, déjà, est-ce que tu connais le nom de cette orchidée? C'est le Phalaenopsis. Exactement. Donc, c'est un Phalaenopsis hybride. Ça va être l'orchidée la plus communément vendue et la plus communément présente dans les foyers. Là, l'idée, dans un premier temps, quand tu la reçois, moi, ce que j'aime bien faire, et c'est pas une obligation, c'est de retirer le tuteur. Parce que j'aime bien qu'elle ait un port naturel. Donc, est-ce que je le fais? Oui, tu peux le faire. Parce que, donc, c'est vrai que quand on les vend, il y a toujours un tuteur. C'est vraiment indispensable à la vente de l'avoir? C'est pas indispensable. Je pense que c'est présent pour sécuriser les transports de ces plantes. Et en fait, je pense que les gens aiment bien avoir de la hauteur en déco. Donc, l'idée des tuteurs, ça permet de diriger les hampes florales, qui est la partie qui tient les fleurs, qui porte les fleurs. Et en fait, le tuteur vous permet de diriger les hampes florales comme vous le souhaitez. Mais une fois que c'est fait, je vais essayer de pas la casser. Une fois que c'est fait, vous pouvez les retirer. Et l'avantage, c'est que à la floraison suivante, elle aura un port beaucoup plus naturel, avec des hampes qui vont partir presque à l'horizontale. Très bien. Donc oui, excuse-moi, du coup, tu m'as demandé comment t'en occuper. Oui, comment m'en occuper, c'était ça la question. Là, l'idée, c'est que tu vas placer ton orchidée dans un endroit qui va respecter plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il n'y ait pas de courant d'air. D'accord. Parce qu'elles n'aiment pas ça du tout. Donc, c'est quoi la température idéale pour une orchidée? Pour un Phalaenopsis, en tout cas, une température de nos intérieurs, c'est très bien. Vous pouvez les mettre dans une pièce non chauffée, par exemple la nuit. Ça permet d'avoir un petit écart de température qui permet de faire refleurir l'orchidée plus facilement. En termes de luminosité, elle va aimer être proche d'une fenêtre, bien orientée. Par exemple, l'hiver, vous pouvez la mettre sur une fenêtre qui est orientée plein sud, sans aucun problème. Si vous la laissez là l'été, il faudra juste voiler un petit peu cette fenêtre, parce que le soleil direct va avoir tendance à cramer le feuillage. Et on parle souvent d'éclairage artificiel. Est-ce que c'est bon pour l'orchidée ou pas du tout? C'est bon pour l'orchidée. Pour le Phalaenopsis, ça n'est pas nécessaire, absolument. En revanche, il y a un autre genre, par exemple, d'orchidée qui s'appelle le Cattleya, qui est très gourmand en lumière. Et c'est vrai que dans nos intérieurs, ça peut fonctionner, mais on est plus sûr de nous en mettant une lumière artificielle. Très bien. Donc, tu parlais de température juste avant les courants d'air, etc. Est-ce qu'il y a une hygrométrie à respecter pour les orchidées? Alors, ni trop haut, ni trop bas. Faut juste faire ça raisonnablement. Moi, j'adore faire des tests et me tromper. Comme ça, je sais que ça ne fonctionne pas. Et je ne le refais pas. J'ai mis pas mal d'orchidées dans une serre intérieure où l'hygrométrie elle est proche de 100% en permanence. Alors, l'orchidée pousse bien. En revanche, tous les boutons floraux ont tendance à pourrir parce que c'est trop humide. Donc, l'idéal, une hygrométrie à 60-70%. C'est très bien. L'arrosage dans tout ça? Alors, l'arrosage, c'est très simple. Ici, vous avez un guide
ce sont les racines de votre orchidée. Pour les phalaenopsis, quand vous avez un pot transparent, vous avez une vue directe dessus. Là, par exemple, elles sont un peu grisées, ça veut dire qu'elles ont soif. En revanche, quand elles sont toutes vertes, ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau et que là, elles n'ont pas soif du tout. Est-ce qu'on fait un... Je te montre comment les arroser? On peut, allons-y. Je vais prendre juste... Super. Voilà, donc pour que ça fonctionne bien à la maison, vous pouvez prendre votre orchidée, un seau d'eau, ou un... J'ai plus le nom. Et voilà, et vous la laissez tremper comme ça. L'humidité va remonter par capillarité. Et quand vous voyez que les racines des orchidées se teintent de vert jusqu'en haut, vous pouvez sortir au bout de, en général, 20 minutes, c'est très bien. L'idée, c'est qu'une fois qu'elle est arrosée, vous retiriez votre orchidée et vous la laissez bien s'égoutter avant de la remettre dans son cache-pot, si elle a un cache-pot, ou alors directement sur une soucoupe, par exemple. Parce que c'est mauvais si l'eau stagne au fond. Ouais, c'est la meilleure façon pour faire pourrir les racines, en fait. Donc, le mieux, c'est cette technique-là. Quelle eau on doit utiliser pour que l'orchidée puisse boire comme il faut? Alors, dans un monde idéal, ce serait l'eau de pluie. Si vous pouvez la récupérer chez vous, c'est génial. Si vous pouvez pas la récupérer chez vous, l'eau osmosée, c'est très bien aussi. L'eau du robinet, c'est OK, sachant que elle est très calcaire. Donc, c'est bien de rincer de temps en temps avec de l'eau de pluie ou de l'eau un peu plus pure. J'ai entendu parler du fait qu'il était possible d'oublier une orchidée pendant un certain temps. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et pas vrai en même temps. Disons qu'une orchidée va moins souffrir d'un manque d'arrosage que d'un excès d'arrosage. On récupère plus facilement une orchidée déshydratée qu'une orchidée dont les racines ont pourri tellement elle a été arrosée. Donc oublier une orchidée, oui. En hiver, par exemple, on peut espacer les arrosages. Maintenant, en été, non, n'oubliez pas votre orchidée. Trop longtemps, c'est pas bon pour elle du tout. Arrosage, on peut lier à l'engrais. Quel engrais on peut utiliser pour son orchidée? Alors ça va dépendre des gens, en fait, tout simplement, et de l'eau qu'on utilise. Vous avez plusieurs types d'engrais, que je développe dans le livre, d'ailleurs. Vous avez des engrais à diluer dans l'eau, des engrais déjà liquides, et vous avez également des engrais qui se mettent dans le substrat, des petites billes, qui s'appellent l'osmocote. Et alors j'avoue que moi, comme je suis un peu feignant, j'aime bien l'osmocote, parce qu'en fait c'est un engrais que vous mettez une fois, et après vous touchez plus pendant 6 mois, parce que ça se répand lentement et au fur et à mesure dans le substrat. Donc je mets 1 ou 2 billes d'osmocote dans le substrat, et je n'y touche plus pendant 6 mois, jusqu'au prochain rempotage. Parlant de substrat, donc on a une question à ce sujet sur le live Facebook. Quel substrat est le plus adapté au Paphiopedilum? Alors, les Paphiopedilum, j'ai mis de l'eau partout, désolé. Les Paphiopedilum, ce que je fais, c'est que je pars sur la même base que le substrat pour les Phalaenopsis, à savoir écorce et sphaigne. Mais en général, on va avoir des écorces qui sont un peu grosses, comme ça. Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, c'est une écorce comme ça. Ok. Et je prends mon petit outil et je vais aller sectionner les copeaux d'écorce pour avoir un substrat un peu plus fin. Donc là, on va faire un substrat pour les Paphiopedilum qui sera de, allez, 50% de petite écorce. Vous en trouvez de la toute faite si vous n'avez pas envie de prendre la tête à tout tailler. Mais donc, petite écorce fine, avec de la sphaigne. Ma préférée, c'est la sphaigne de Nouvelle-Zélande parce qu'elle tient vraiment longtemps dans le temps. En fait, les Paphiopedilum, ils ont un système racinaire qui est un peu différent des Phalaenopsis et ils ont besoin d'être toujours un petit peu humides. Et vous pouvez les rempoter tous les 6 mois, à contrario des Phalaenopsis qui peuvent supporter un rempotage tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc, le substrat idéal pour les Phalaenopsis, par exemple, ça serait quoi? Moi, je mets 75% d'écorce de ce calibre-là, c'est très bien, moyen, et 25% de sphaigne. Et je mélange bien pour que la sphaigne soit répartie dans tout le substrat. Donc, substrat qui dit rempotage, voilà, oui. ça va ensemble. Oui. Donc, tu vas nous montrer comment on rempote une orchidée. Petite. Hop là. Donc, nous avons un super exemple. Super. Donc là, par exemple, on voit que c'est une orchidée qui a déjà bien vécu dans son pot. Les racines commencent à faire le tour en dessous. Vous avez des racines aériennes. Et là, vous avez une vieille hampe qui n'a plus aucune utilité. Donc, je vais me permettre de la couper. Du coup, pour info, je vais prendre l'autre orchidée. Pour info, ouais. Pour les hampes florales,
Donc ce sont encore une fois les tiges qui tiennent les fleurs. Tant qu'elles sont vertes, on ne les coupe pas. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit qu'il faut couper au 3e nœud pour les faire refleurir, etc. Ce n'est pas vrai, dans le sens où tant que c'est vert, vous avez la possibilité d'avoir les hampes qui s'allongent et ou des ramifications. Donc en fait, le fait de couper tant que c'est vert, c'est vous priver éventuellement d'une grosse floraison. Donc surtout, ne coupez pas les hampes florales tant qu'elles sont vertes. En revanche, là, on est sur une hampe florale qui ressemble à du bois. Donc là, il n'y a plus rien qui va se passer, clairement. On coupe au plus bas. Hop. Et voilà. Donc pour empoter son orchidée, on va juste bouger un peu pour avoir un peu de place. Voilà. On va tout simplement prendre l'orchidée par le collet. Donc le collet, c'est cette partie de l'orchidée. C'est ce qui fait la jonction entre les racines et les feuilles. On tient l'orchidée par le collet, on presse le pot en plastique, et ça vient. Alors, entre-temps, on a une question au sujet du substrat. Oui. Mon substrat pourrit, mais les racines sont saines, bien vertes. Que faire? Alors, déjà, il ne faut pas que les racines soient vertes en permanence, parce que ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau en permanence, et une orchidée, c'est une plante épiphyte, donc ça veut dire que ça pousse sur les écorces des arbres dans la nature. Et elles ont besoin de sécher entre 2 arrosages. Donc si le substrat pourrit, de toute façon, ça n'est pas bon. Si les racines restent vertes en permanence, ça n'est pas bon non plus. Donc l'idée, c'est de changer le substrat en prenant quelque chose de plus drainant, parce que s'il pourrit, ça veut dire qu'il est trop rétenteur d'eau. Donc dans ces cas-là, écorce à 75% et sphaigne à 25%, c'est très bien. Revenons au rempotage. Qu'est-ce que tu as fait là jusqu'à maintenant? Donc là, j'ai retiré l'orchidée de son précédent substrat, de son pot, et je retire tout ce qui peut rester de substrat un peu passé. Et là, on remarque, ça c'est une orchidée qu'on trouve dans le commerce, qui a des morceaux de tourbe. Alors ça, c'est totalement déconseillé pour les phalaenopsis, parce que ça fait pourrir les racines plus qu'autre chose. Donc là, une fois qu'on a débarrassé les racines, que vous voyez ici, donc les racines, en fait, c'est un tout petit fil qu'on ne voit pas, parce qu'il est à l'intérieur de cette grosse épaisseur verte qui s'appelle le vélamen. Et en fait, le vélamen, c'est votre indicateur de j'ai soif ou j'ai pas soif. Là, les racines sont grisées, donc ça veut dire qu'elles ont soif. Une fois qu'elles sont trempées dans l'eau, on a cet aspect-là de racines bien vertes, ce qui signifie que le vélamen est gorgé d'eau et qu'il n'a pas soif. Hop. Donc là, une fois qu'on a débarrassé tout l'ancien substrat, l'idée, c'est, au choix, soit on garde le même pot si le système racinaire le permet, soit on prend un diamètre au-dessus. Là, en l'occurrence, on va garder celui-ci. Est-ce qu'il faut placer des billes d'argile dans le fond du pot? Non. Ça, c'est valable pour les plantes vertes. Et ou si on cultive les orchidées en billes d'argile 100%, on peut aussi. C'est une autre technique complètement différente. Mais là, l'idée, c'est de prendre un substrat. Donc, je vais pousser l'ancien. Et on va se faire un petit mélange. 75% écorce et environ 25% de sphaigne que vous pouvez répartir sur vos écorces comme ça. Je sais pas si on voit bien. Hop. On est en train de tout mélanger. Voilà. On est en train de tout mélanger. En gros, ça va donner quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Écorce et sphaigne mélangées. L'idée, c'est que l'écorce va permettre de bien aérer le substrat. Donc, il va y avoir une circulation d'air naturel. Et la sphaigne, c'est son opposé qui va permettre de garder l'eau et de pouvoir hydrater les racines, pas en permanence, mais en tout cas tant que c'est sec. Tant que c'est mouillé, pardon. Donc, je mets un peu d'écorce au fond et un peu de sphaigne. Je pose mon orchidée dans son pot. Là, c'est un faux exemple parce qu'il faudrait prendre un pot un tout petit peu plus grand. Et ensuite... Alors, on a un grand pot, mais il est peut-être un peu trop gros. Entre les deux. Mais je vais le faire dans celui-ci pour montrer quand même. Pour la démonstration, c'est peut-être mieux. Hop. Donc, on met notre substrat au fond. On pose l'orchidée. Hop. L'idée, c'est de laisser dépasser le collet. Donc, c'est la zone, encore une fois, qui relie les racines et les feuilles. On laisse dépasser le collet du substrat parce qu'il a besoin de respirer. Et ensuite, gentiment, on remplit. Donc là, je ne prends que de l'écorce pour l'exemple, mais n'oubliez pas de rajouter de la sphaigne dans votre mélange. Hop. On remplit et... C'est un peu salissant, cette histoire. Et en fait, l'idée, c'est que très régulièrement, on vient tapoter sur les côtés du pot. Ça permet au substrat de se répartir entre les racines. Et à la fin,
Bon, là, j'ai pas assez de substrat pour vous montrer jusqu'au bout. Mais, à la fin, il faut que le substrat arrive vraiment juste en bas du collet. Voilà pour le rempotage. Alors, une question qu'on peut un peu tous se poser, pourquoi du substrat et pas de la terre pour les orchidées? Alors, comme je disais tout à l'heure, les orchidées, en tout cas la majorité des orchidées, et les phalaenopsis en particulier, ce sont des orchidées, des plantes épiphytes. Donc, ce sont des plantes qui poussent directement accrochées au tronc ou aux branches des arbres. Et en fait, le fait de mettre de la terre, ça étoufferait les racines, parce que c'est gorgé d'eau très rapidement, et ça ferait pourrir les racines, tout simplement. Alors, maintenant que c'est rempoté, l'hiver passe, mon orchidée a réussi à survivre jusqu'ici, mais est-ce qu'il serait peut-être temps de la tailler? Alors, ou pas? Tailler un phalaenopsis, non, ça ne se taille pas. En revanche, il ne faut pas s'étonner si, de temps en temps, les feuilles les plus basses jaunissent et finissent par se détacher. C'est un cycle normal, c'est une plante qui va pousser, donc elle fait une feuille après l'autre en son cœur, et les feuilles du bas peuvent avoir tendance à jaunir et à tomber. Tant que ce ne sont que les feuilles du bas, ce n'est pas grave. Et justement, je parlais du cœur, et on parlait de l'arrosage tout à l'heure. Le cas le plus fréquent, je pense, d'orchidées qui meurent, c'est les personnes qui arrosent en laissant de l'eau dans le cœur. Ça fait pourrir le cœur, ça fait une espèce de zone brun-marron ici, et les nouvelles feuilles ne peuvent plus sortir, et c'est la mort assurée de votre plante. Donc il faut vraiment faire très attention de ne pas laisser d'eau stagner ici au cœur. Donc la seule chose que l'on coupe, c'est les feuilles qui jaunissent. Les hampes florales sèches et les feuilles qui jaunissent. Est-ce que il est possible de faire une bouture d'orchidée? Alors, sur un phalaenopsis, non. En revanche, il peut arriver deux choses. C'est, petit 1, un kéki. Donc ça, j'adore ce mot. En fait, un kéki, je vais reprendre l'orchidée de tout à l'heure, c'est à l'un des nœuds. Donc ici, vous avez des nœuds sur les hampes florales. Vous avez une nouvelle plante qui sort et qui produit des racines. Ça s'appelle un kéki. Et là, on a une règle qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui fonctionne très bien. C'est la règle des 3. Je peux retirer le kéki de sa hampe florale quand il a 3 feuilles et au moins 3 racines d'au moins 3 cm. Donc ça, c'est vraiment la règle. Et ça vous crée l'équivalent de la plante mère. Et c'est une nouvelle plante à cultiver exactement de la même façon. Donc ça, c'est le kéki. Et vous avez aussi le rejet. Et je crois qu'on a une orchidée avec un rejet. On a une orchidée avec un rejet. Si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Voilà. Donc on appelle ça un rejet basal, parce que ça pousse à la base de l'orchidée. Donc ici, vous avez le plan mère. Et en bas, un bébé orchidée qui a poussé ici. Et dont il faudra s'occuper. Alors soit vous pouvez le laisser sur la plante mère, c'est pas gênant. Soit vous le séparez quand il a suffisamment de racines. Mais sinon, moi j'aime bien l'idée de laisser les rejets dans le même pot, parce que ça fait plus de fleurs en même temps. J'aimerais quand même rappeler quelque chose, c'est qu'il y a 3 livres à gagner ce soir, dédicacés par Romain. Alors Romain, je crois que vous avez une petite question à poser à nos internautes pour gagner ces livres. Alors, il y a très peu de temps, dans le live, je vous ai parlé de quelque chose qui se passe ici. Donc là, je voulais vous poser la question suivante. Comment s'appelle la partie qui, ici, se gorge d'eau et devient vert, ou qui reste gris quand c'est sec? Je l'ai dit à 2 reprises tout à l'heure, et c'est ce qui va entourer la racine. Donc, n'hésitez pas à commenter sous le live, nous donner vos réponses, et puis on vous contactera si vous avez gagné les 3 livres dédicacés par Romain. On va continuer. Alors, on a passé la taille. Comment les orchidées refleurissent? Ah, vaste sujet. Vaste sujet. Alors, les phalaenopsis, quand ils sont âgés, pour certains exemplaires, restent fleuris quasiment toute l'année, parce que c'est vraiment des plantes très florifères. Pour les autres, l'idée, pour faire refleurir une orchidée, c'est pas compliqué. C'est simplement leur donner les conditions parfaites de culture. En fait, je lis souvent qu'il faut les isoler dans le garage, les mettre dans le noir, les mettre dans le froid, etc. Ça peut fonctionner, mais sachez que ça n'est pas idéal sur le long terme, parce qu'en fait, vous mettez votre orchidée en souffrance, ça crée un stress, et en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, le chant du cygne. Donc ça veut dire que elle va faire une floraison de dernier espoir. Donc l'idée, c'est vraiment de la garder dans les meilleures conditions possibles de chaleur, d'hygrométrie et d'arrosage, tout simplement. Donc, les phalaenopsis, c'est une orchidée chaude. Donc, vous évitez de descendre en dessous de 15-16 degrés.
C'est une orchidée qui a besoin de lumière modérément, mais quand même. Donc une fenêtre bien orientée, c'est très bien. Il faut pas trop la reculer de la fenêtre parce qu'il faut savoir que à 1 mètre d'une fenêtre, on a déjà perdu 50% de la luminosité. Donc le plus proche possible d'une fenêtre. Mais pas en plein soleil. L'hiver, c'est pas gênant. D'accord. L'hiver, ça n'est pas gênant. En revanche, l'été, oui, voilez votre fenêtre pour que ça filtre un petit peu les UV et que ça évite de brûler les feuilles. Et de respecter son cycle d'arrosage. Alors, parfois, je lis, il faut arroser un phalaenopsis 1 fois par semaine. Oui et non, c'est une moyenne. Et en fonction de vos conditions de culture, si votre environnement est humide, elle va sécher plus lentement et du coup, elle aura besoin d'être arrosée moins régulièrement. En revanche, si vous avez un intérieur sec, ça va sécher beaucoup plus rapidement et peut-être que vous aurez besoin de l'arroser 2 fois par semaine. Alors, on a une question. Que pensez-vous de la culture 100% sphaigne pour le Neophynetia falcata? Alors, le Neophynetia falcata, qui s'appelle maintenant Vanda falcata d'ailleurs. Le nom a changé entre-temps. Le nom a changé. Je le cultive moi-même en 100% sphaigne dans des pots. En fait, il y a une technique, et je vais pas donner le nom parce que je vais me tromper. C'est une technique de culture japonaise qui consiste à utiliser un pot en terre cuite ajourée et de faire un monticule de sphaigne dans lequel vous cultivez votre Vanda falcata. Donc je suis tout à fait pour cette culture. Maintenant, il faut rappeler qu'en intérieur, c'est un peu plus compliqué à maintenir parce que la sphaigne a tendance à sécher très rapidement. Donc on doit la changer régulièrement dans ce cas-là. Il faut la changer régulièrement ou l'arroser très régulièrement surtout. C'est ça qui est plus compliqué, c'est que ça sèche très vite en intérieur. Mais évidemment, je suis pour cette culture. C'est pour moi le mode de culture idéal quand on a une serre ou des conditions adéquates. On a une autre question de Mickaël qui dit que certains percent le pot transparent. Il voulait savoir pour quelle raison. Alors le fait de percer les pots transparents, il faut savoir qu'ils sont déjà percés en dessous. Le fait de percer les pots transparents sur les côtés, ça permet d'augmenter l'apport d'aération dans le pot. Il y a une circulation d'air naturel qui se fait déjà, mais là, en ajourant les pots transparents, vous augmentez cet apport d'air aux racines, et c'est très très bénéfique pour des plantes qui ont des grosses racines, comme les Cattleya par exemple. Voilà. On a une question de Manel qui a loupé le début du live. Elle demande est-ce qu'elle peut rempoter son orchidée maintenant. Ses racines sont saines, mais elle n'est pas plantée dans du substrat. Mais je ne sais pas dans quoi elle est plantée du coup. Alors elle est plantée dans de la terre. Oui, donc il n'y a aucun mauvais moment pour remporter une orchidée quand elle est dans un substrat qui ne lui convient pas. Donc il vaut mieux, pour être tout à fait transparent, ne le faites pas forcément chez vous, mais moi, dès que je reçois une orchidée, qu'elle soit en fleur ou non, je la rempote. Parce que, alors, il se dit que ça écourte la durée de floraison. C'est peut-être vrai. Chez moi, ça s'est jamais vérifié. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise saison pour rempoter. À partir du moment où on part sur un substrat qui est adapté à son orchidée, c'est toujours mieux de le faire. On a une autre question sur l'arrosage, parce qu'on est déjà passé par ce sujet. On vaporise les orchidées ou pas? Alors, moi, je ne suis pas pour le fait de vaporiser les orchidées, pour la simple et bonne raison que elles ont déjà de l'eau dans le substrat quand vous l'arrosez, et ça a tendance à augmenter les risques d'apparition de champignons. Donc en soi, ça n'a pas d'utilité pratique, vous risquez d'accumuler de l'eau dans le cœur et de favoriser l'apparition de champignons. Je sais qu'il y a des gens qui le font sans problématique. Encore une fois, on peut toujours faire des erreurs et ça fonctionne, mais très sincèrement, le mieux c'est d'éviter de vaporiser les orchidées. Tu parlais de champignons, les maladies, quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les orchidées? Je pense que si je dis cochenille, ça va parler à tout le monde. Les cochenilles, c'est ces petits parasites blancs, laineux qui apparaissent sur les orchidées et qui sucent la sève. Et c'est vraiment une plaie, c'est très dur de s'en débarrasser. Donc les cochenilles, c'est vraiment le problème le plus fréquent, je pense. Ensuite, on a les acariens, dont les araignées rouges font partie. Donc même chose, même combat, encore plus difficile à éliminer, je pense. On a les thrips aussi, qui sont des petits insectes qu'on n'aime pas du tout avoir. Et les champignons, alors les champignons, ils sont pas tous dangereux. Il y a des champignons qui sont liés à trop d'hygrométrie ambiante. Et ça fait une espèce de tache noire sur les orchidées. Moi, ce que je fais, c'est que je passe juste un linge dessus et ça passe. Donc, comment on peut tous les traiter? Alors, il n'y a pas de vraie bonne méthode à part celle Ce qui fonctionne le mieux, en général, c'est déjà de changer le substrat, parce que toutes ces bestioles ont tendance à pondre à l'intérieur. Donc moi, je change le substrat, je décolle toutes les parties sèches. Il y a ce qu'on appelle des bractées. C'est des restes de vieilles feuilles qui ont séché. Et là, en général, quand on les soulève et qu'on a une infestation de bestioles, on peut être sûr d'en trouver là-dedans.
Donc je passe tout au jet assez puissant de la douche pour faire un pseudo départ à zéro, même si c'est pas encore garanti à 100%. Et je traite avec un mélange de savon noir et d'huile essentielle. Attention, simplement, les huiles essentielles, c'est à utiliser avec parcimonie et de façon réfléchie. Quel genre d'huile essentielle tu peux utiliser? Alors moi, j'utilise l'amande poivrée, le géranium rosa et la lavande vraie. Mais encore une fois, il faut vraiment se renseigner sur les problématiques que peuvent apporter les huiles essentielles. Parce que pour les animaux, pour les femmes enceintes, pour les enfants, et pour les personnes asthmatiques, etc., il faut vraiment se renseigner avant de les utiliser. Mais en tout cas, moi, le mélange que je fais avec l'amande poivrée, la lavande et le géranium rosa, mélangé du savon noir et de l'eau, ça fonctionne hyper bien. Donc je rince à fond l'orchidée, je la traite, je laisse sécher, je la re-rince une journée après, et je rempote dans un substrat absolument neuf. Et j'ai aussi désinfecté le pot en plastique avant. Ah oui, on nettoie tout. À la barbare. À la barbare. Alors, nous avons ici un petit exemple d'orchidée très spéciale, très colorée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je vais être transparent avec vous. Déjà, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. C'est les phalaenopsis bleus qu'on voit en magasin. Ça n'a rien de naturel. En fait, je sais pas si on voit très bien, mais ici, vous avez des points d'injection. Il y a du bleu de méthylène qui est injecté dans les hampes florales et ou dans la plante pour colorer les fleurs. Il faut savoir qu'à la base, c'est un phalaenopsis blanc. Donc, ne vous attendez pas à avoir à nouveau des fleurs bleues l'année suivante. Et même, en général, ce sont des orchidées qui mettent un peu plus de temps à fleurir, à refleurir, parce que, clairement, elles ont été un peu maltraitées, ces pauvres bichettes. Et du coup, là, vous voyez, même sur le feuillage, ça a teinté de bleu. Voilà, bon, c'est tout sauf naturel, c'est pas un truc que j'encourage vraiment. Après, bon, ça existe, il y a des amateurs, donc je respecte. Mais faites attention, en tout cas, ne vous attendez pas à voir réapparaître des fleurs bleues l'année suivante. C'est vraiment des phalaenopsis blancs qui ont été teintés. Voilà. On a une autre question. Quelle espèce on peut mettre dans une exposition nord pour les orchidées? Alors, il y a des orchidées qui ont un peu moins besoin de lumière. C'est le cas des orchidées fraîches, par exemple, comme les Masdevallia. Ceci étant, aucune orchidée n'a pas besoin de lumière. Mais en orientation nord, j'ai déjà testé des Cymbidium en extérieur nord. Ça marchait plutôt bien. Les Masdevallia, très bien aussi. Après, c'est du vivant, donc moi j'aime bien. Pour moi, c'est la culture du test. Il faut essayer de prendre une orchidée qui nous plaît déjà, de voir quels sont les besoins. Maintenant, il vaut mieux voir les orchidées qu'il faut absolument éviter en orientation nord. C'est le cas notamment des Cattleya. Les phalaenopsis, ça peut fonctionner pour les hybrides, sans aucun problème. Encore une fois, c'est le jeu du test. Il faut essayer et voir si ça fonctionne. Au pire, vous pouvez l'orienter au nord et mettre une petite lumière artificielle. Alors, moi, je sais tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres petites techniques que tu pourrais m'apprendre en dehors de tout ce qu'on a dit? Je sais que toi, il y a un montage que tu aimes particulièrement. Ah, le montage sur plaque? C'est ça. Alors, le montage sur plaque, c'est pas forcément adapté à toutes les orchidées, mais c'est un mode de culture que j'affectionne particulièrement parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus des conditions naturelles. Donc l'idée, c'est de prendre une planche de bois, en général c'est plutôt du liège, ou alors une plaque de céramique. Et il y a des céramistes très doués qui sont spécialisés dans les orchidées et qui font des trucs très très beaux. Donc vous prenez une plaque sur laquelle vous allez tout simplement mettre un peu de sphaigne, votre orchidée, et vous ficelez tout ça avec, moi j'utilise du fil élastique transparent. Et une fois que les racines sont bien collées sur leur support, je retire le fil transparent pour que ça fasse plus naturel. Romain a fait un tuto montage sur plaque, oui, qui sera bientôt disponible sur YouTube et sur Facebook, le YouTube et Facebook de Détente Jardin. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'on peut associer les orchidées à d'autres plantes? Dans le même pot ou... Dans le même pot. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps. Dans le même pot, pas forcément, parce que ça dépend. Encore une fois, si c'est une plante épiphyte, donc qui n'a pas besoin de terre, oui. Maintenant, si c'est une plante qui vit dans la terre et que l'orchidée c'est une plante épiphyte, non. Donc j'aurais tendance à dire plutôt pas. Il vaut mieux mettre 2 pots côte à côte dans un grand cache-pot, par exemple, pour faire une composition. Ça peut être sympa.
Maintenant, j'essaye, c'est pareil quand vous avez une plante qui est malade, vous prenez le risque de contaminer celle qui est à côté. Moi, j'aime bien isoler mes plantes une par une, et puis je fais des petits groupes pour que ça fasse joli. Il y a Hélène qui pose aussi une question. Quel conseil pour les orchidées cymbidium? Alors, les cymbidiums, ce sont des orchidées semi-terrestres. Donc là, on va pouvoir mettre de la terre. Enfin. La fameuse, on l'a trouvée. Voilà. Donc là, vous pouvez faire un mélange d'écorce, de terre, de perlite et de sphène, par exemple, à part égale. C'est une orchidée qui est un peu plus fraîche. Moi, les miens sont encore dehors, en ce moment. On va les rentrer avant les premières gelées, et c'est à ce moment-là qu'elles vont initier leur hampe florale. Donc, et à ressortir après les dernières gelées au printemps. Vous pouvez la laisser dehors. Il faut l'habituer progressivement au plein soleil, mais au bout d'un moment, vous la mettez à mi-ombre, et ensuite vous la mettez de plus en plus au soleil. Elle peut supporter sans problème le plein soleil. D'ailleurs, elle pousse dans la nature au Portugal, c'est très très beau. Dans le sud de la France aussi. Et donc là, l'idée, c'est juste de les garder toujours humides en été. Et l'hiver, vous les rentrez, vous les arrosez un peu moins, et vous avez des superbes hampes florales qui vont... C'est hyper impressionnant comme orchidée. J'adore ça. Il reste encore quelques minutes pour poser vos questions à Romain. Mais en attendant, on va annoncer les grands gagnants. Ouh. Donc, ceux qui ont gagné le livre Orchid Addict des éditions Ulmer, dédicacé par Romain. Donc, nos gagnants sont Céline, Nathalie et Mickaël. On va vous contacter directement en MP pour les modalités d'envoi du livre. Voilà. Pour le moment, on n'a plus de questions. J'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations au sujet des orchidées. Vous pouvez retrouver Romain sur Instagram. Donc, c'est romain.orchids. C'est ça. C'est ça. Alors, n'hésitez surtout pas à acheter le dernier numéro de Détente Jardin avec une interview exclusive de Romain à l'intérieur concernant le livre. Donc, Détente Jardin et vous avez l'interview juste ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce live Facebook et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.